Je suis très heureuse d'avoir pu réunir 4 pointures d'une question assez pointue, celle de l'industrialisation du vêtement connecté et aussi du textile connecté ou interactif. Peut-être pouvez-vous vous présenter à tour de rôle. On va commencer par Adrien et dans l'ordre. Bonjour à tous, donc je me présente, Adrien Dello Paoli. Je suis le directeur général du groupe de Rigueur, un groupe qui est spécialisé dans l'innovation produit depuis 2014. Ça fait 8 ans qu'on travaille avec des grandes marques de la mode et du luxe, des marques comme Lacoste, Balenciaga, Fusalp, et on va les accompagner sur toute leur collection de produits innovants. Donc qui vont intégrer, donc on a 3 filières, une qui est Pointec, donc tout ce qui est intégration d'électronique embarquée, de mécanique complexe. On a pu développer des collections d'accessoires, de vestes de ski chauffantes, de sacs à dos solaires avec des systèmes de recharge de téléphone sans fil. On a toute la partie Point Green qui travaille sur l'innovation à travers des procédés techniques durables, donc revalorisation des déchets. En ce moment, on travaille sur la création d'un satin qui remplacerait la soie, mais qui est fabriqué à partir de fibres innovantes qui sont complètement différentes de ce qui peut être utilisé dans la soie aujourd'hui. Et Point Smart qu'on a créé l'année dernière, qui est spécialisé sur l'innovation digitale au service du produit. Donc, services embarqués, QR code qui envoie des chatbots, digitalisation de collections. Donc, on essaie d'être très large, mais on apporte ces ressources d'ingénieurs techniques sur tous les besoins créatifs, textiles, accessoires. Bien. Donc, bonjour, Mathieu Garotin, enchanté. Je représente la société Imatech. Donc, Imatech, nous sommes une PME du nord de la France. On est basé à Tourcoing, à côté de Lille. Aujourd'hui, on est 20 personnes pour ce qui est de la R&D et donc de la production. Au jour d'aujourd'hui, on produit plus de 10 tonnes de textiles par mois. Donc, notre cœur de métier, c'est la filature, mais on ne s'arrête pas là. Tout d'abord, on est intégré maintenant en tricotage et en teinture. Ça nous arrive parfois de sous-traiter la production de tissus, de tresses, de bandes tissées, de non tissées, à partir de nos fils, bien évidemment. On est là pour proposer principalement des solutions sur mesure pour les textiles techniques destinés au marché de niche. Donc pour ce faire, du coup, on a un atelier de production très flexible et on utilise forcément des matériaux avancés à très haut niveau de performance. Donc de ce fait, forcément, vous pouvez comprendre qu'on est là pour du coup, répondre aux problématiques de nos clients. Alors là, je suis aujourd'hui présent pour parler des smart textiles, mais chez Imatech, on ne travaille pas uniquement sur les smart textiles, puisqu'on est capable aussi de travailler sur les problématiques d'ordre mécanique, thermique et chimique. Et après, on va aborder les sujets des smart, mais il faut savoir qu'on est capable de travailler sur l'antistatisme, le transfert de données, le transfert de puissance, la captation de signal à l'aide de nos fils et de nos étoffes. Et on travaille aussi sur du chauffant et bien sûr encore plein d'autres sujets. Très bien. Florence ? Bonjour à tous, je m'appelle Florence Boss, je travaille sous le nom de Sable Chaud. Je suis designer textile spécialisé dans l'intégration de nouvelles technologies et j'ai plusieurs orientations dans mon travail. Je travaille essentiellement pour des sociétés dans le domaine textile pour l'intégration de composants, mais aussi le design plus général avec parfois une réflexion très en amont, notamment sur l'intégration de l'utilisateur dans le parcours de conception, ce qui n'est pas toujours très très simple à faire comprendre aux sociétés, mais qui est indispensable dans la mesure où on va vendre du service derrière. Je fais aussi de la formation professionnelle et de l'expertise et je coach des startups dans ce domaine. Voilà. Bonjour, alors quant à moi je m'appelle Guillaume Tartare, je suis enseignant chercheur du coup à l'ANSET, l'École nationale supérieure des arts et de l'industrie textile, donc sont issus certains des membres de la table. On intervient assez bien sur la filature, le tissage, l'ennoblissement, la bonnetterie et autres. On forme donc des ingénieurs depuis le 19e siècle à peu près. Me concernant personnellement, donc, je suis arrivé à l'ANSET en 2015, issu à l'origine de l'INSERM, donc l'Institut national pour la santé et la recherche médicale, où je m'occupais principalement de la détection du cancer par IRM. Et le laboratoire dans lequel je travaillais était partenaire du coup de mon laboratoire actuel
sur le traitement de l'adénocarcinome via du coup, un textile intelligent. Et c'est petit à petit par ce biais que j'ai changé du coup, de laboratoire. Je m'occupe du coup à présent principalement de tout ce qui va être textile intelligent dans le domaine médical, encore une fois, forcément bénéficiant de mon passif et de l'analyse de données du coup, qui va être mon cursus principal jusqu'au Bac+5. Et donc j'enseigne également du coup, en textile intelligent, qui va être une de nos, un de nos enseignements de spécialité en 3e année. Très bien. Donc, ma première question, c'est si l'on parle depuis longtemps de vêtements connectés dans la presse, ces derniers dépassent rarement l'état de projet de R&D. On en a vu passer pas mal. Prototypes ou pièces conçues à la commande ou collection capsule. Avez-vous des contre-exemples et des projets qui vous auraient marqué? Et pourquoi ces projets donc, ont-ils pu dépasser l'échelle artisanale? Alors, il y en a beaucoup qui sont... tout dépend ce que vous entendez par capsule. Mais les projets, généralement, qui aboutissent à une industrialisation, ont toujours un public spécifique, donc sont vraiment sur des marchés de niche. Mais pour autant, ces marchés de niche, maintenant, ils ne sauraient plus faire sans. Je pense qu'on voit tous en ce moment à la télévision les rugbymen ou les footballeurs, ils ont tous une petite boule dans le dos. Et pourtant, ça, maintenant, ils auraient pu faire sans. Alors, certes, vous ne l'avez pas dans le commerce de manière naturelle, mais ce petit objet connecté, qui est intégré du coup dans le textile, il va vous donner énormément d'informations et les coachs en bénéficient. Et c'est ce qu'on fait également avec d'autres types de profils. On va parler du coup des pompiers in situ, pareil pour l'armée, etc. Ça permet vraiment au coach d'avoir une vision d'ensemble et de gérer son équipe au mieux. Donc ça, c'était pour l'aspect un petit peu grand public. Pour l'aspect médical, c'est de la même façon. C'est-à-dire que ça va être relié à des profils et des pathologies qui vont être très particulières. Donc forcément, en termes de grand public, on ne les voit pas beaucoup, mais ils sont pourtant bien présents. Dans le domaine médical, vous avez BioSerenity sur 3 qui fonctionne plutôt bien. Hein. Alors je ne sais pas s'ils ont atteint forcément leur degré de maturité complète, mais ils continuent de progresser encore. Et il y en a d'autres qui sont comme ça, qui se lancent sur ce marché-là, mais encore une fois, on est souvent sur des marchés de niche, tout simplement parce que entre le produit de base et le produit en textile intelligent, le coût il va être x6, x10. Et le grand public, il n'est pas forcément prêt à mettre ce petit gap supplémentaire pour une fonction. Est-ce qu'il va considérer que la fonction vaut ce prix-là? Il y en a qui se sont lancés. Hein. On va avoir Reebok qui avait lancé un casque pour les rugbyman et pour tout ce qui est sport de contact. Finalement, ce produit, il n'a pas tellement fonctionné, mais il a été industrialisé pourtant. Donc, ce n'est pas un problème forcément d'industrialisation. Si on veut le faire, on y arrive à un moment donné. Mais le problème, c'est qu'il faut toucher aussi le public. Mais il reste quand même des problèmes d'industrialisation. Ce n'est pas simple, ça c'est certain. Alors, dans les exemples marquants, je n'ai pas de chiffres particuliers à donner, mais par contre, quand même, en termes de commercialisation, il y a un domaine où on a vu émerger beaucoup de produits, et notamment venant d'Asie. Ce sont des vêtements chauffants. Il y a une très forte demande. Vêtements chauffants, gants chauffants, chaussettes chauffantes. Et là, je pense qu'on est sur des quantités un petit peu plus importantes. Aussi parce qu'en fait, l'industrialisation est relativement simple. Oui. Et que les pays qui le fabriquent, les pays qui le fabriquent aussi ne se mettent pas beaucoup de contraintes en termes de sécurité. Ce qui permet de sortir des produits qui, parfois, je suis désolée, mais sont quand même dangereux. Mais qui se trouvent à des prix extrêmement raisonnables sur Internet. Et vu le turnover des modèles que l'on voit apparaître parce qu'on fait de la veille, je pense qu'il y a quand même des quantités non négligeables. Et là, pour le coup, effectivement, c'est plutôt grand public. Et là, c'est plutôt grand public. Après, dans le sport, il y a eu une vague en fait très importante qui a ensuite chuté sur des vêtements connectés pour du suivi sportif, mais pas en haut de gamme, en milieu de gamme. Et en fait, ce que dit Guillaume rejoint tout à fait
Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les produits ne sont pas forcément suffisamment étudiés par rapport à la cible. C'est-à-dire qu'avoir des données, c'est très intéressant, mais qu'est-ce qu'on en fait et à quoi ça sert? Si c'est une surenchère d'innovation, eh bien, ça ne sert à rien, parce que ça devient immédiatement un produit gadget, et à ce moment-là, les gens l'achètent. Mais ce qui est très dangereux, c'est que c'est quelqu'un de déçu, et donc il ne reviendra pas non seulement vers un produit, mais j'irai toute une gamme de produits qui pourraient lui apporter des services. Et donc, quelque part, ça tue le marché. Donc, il y a une espèce de bulle comme ça. Et parce que très souvent, je le vois dans des sociétés que je coach, la réflexion au départ de pourquoi on va faire quelque chose, pourquoi on va intégrer de la technologie et quel service on va réellement apporter, ne serait-ce que par rapport aux concurrents, est extrêmement mince. Je pense pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a un problème de méthodologie au départ, et ça, on essaye de les accompagner, mais... et puis ils sont souvent aussi complètement concentrés sur déjà résoudre des problèmes. Donc tout le reste passe à côté. Et puis il y a quand même cette donnée, alors je suis désolée d'en parler, mais en France, pour une start-up, c'est très facile d'avoir des sous quand on apporte un produit innovant dans lequel on va faire de la captation de données. Et du coup, les gens qui investissent ou qui donnent des sous pour cette R&D-là ne sont pas très regardants sur la finalité. Et donc on finit par voir aussi beaucoup de projets qui ont une finalité commerciale ou en tout cas pour les utilisateurs qui n'est pas forcément extrêmement performante. Mais le produit, en tout cas, est en cours de développement et reçoit de l'aide, donc ça continue. Quand je regarde en termes de projets de vêtements connectés, moi j'identifie 3 piliers qui sont la sécurité, la performance et le confort. Et je voulais rebondir sur le sport. Le sport, je pense à Ralph Lauren, par exemple, qui avait sorti son tracker qui était encapsulé et qui pouvait s'enlever. Citizen Science aussi, qui avait fait des vêtements de sport pour le rugby. Bon, malheureusement, ils sont bien plantés. Mais quand je regarde Ralph Lauren, je me dis, est-ce qu'ils ne l'ont pas amené à un niveau industriel grand public qui avait du sens? Je ne sais pas si on a des chiffres. Après, justement, les textiles intelligents sont originaires du sport. Le premier textile intelligent, historiquement, il vient de l'escrime en 1930 et quelques. Des réseaux de maillage en métal. Oui, Parce qu'il y avait un besoin. Parce qu'il y avait un besoin. Et là, on s'est complètement tourné vers l'utilisateur. Quel était le besoin pour essayer d'y répondre? Et c'est là on s'est dit qu'effectivement, créer cette nouvelle technologie avait un atout. Comme les chaussettes chauffantes aussi. Oui, alors... Oui, ça, j'étais très étonnée, mais en fait, dans le domaine du ski et des sports d'hiver, visiblement, ce sont des produits qui, pourtant chers, mais qui ont vraiment un réel confort pour les utilisateurs. Donc, il y a une part de marché, en tout cas, pour ce type de produit. Et après, pour ce genre de produits, moi, je ne les ai pas testés, mais bon... on arrive du coup sur des produits qui ont besoin d'être lavés de manière fréquente, dans des conditions assez strictes, on va dire assez complexes. Et on intègre des matériaux conducteurs qui vont aussi avoir une durée de vie limitée. Donc c'est là aussi où c'est assez complexe d'avoir des produits durables. Après moi je voulais rebondir du coup sur votre question sur... j'ai un produit en particulier qui m'a marqué chez Shimatech, que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Et on est sur un produit, un dispositif médical. Donc ça aussi, forcément, c'est intéressant parce qu'on est sur un produit qui est pris en charge par le système de santé. Donc là, le problème du prix, il n'existe plus forcément pour le grand public. Et en l'occurrence, ce produit, ça s'appelle Sleepy. C'est donc un sous-vêtement connecté qui est là pour en fait aider les enfants qui sont victimes d'énurésie, donc en gros qui malheureusement font pipi au lit alors qu'ils ont 8 ans, 10 ans. Et donc en fait grâce à ce dispositif qui va du coup les aider à se réveiller lorsque ça leur arrive, on va du coup les éduquer et pour une grande partie réussir à entre guillemets les soigner quoi. Voilà, donc c'est un produit qui n'est pas encore commercialisé, mais dont la commercialisation est prévue pour fin 2022, début 2023, avec une première précommande, on va dire industrielle, de manière à pouvoir le proposer un peu partout chez les spécialistes. C'est marrant parce que quand on vous écoute, on se rend compte que finalement les produits dont on parle le plus ne sont pas du tout ceux qui ont le meilleur succès commercial.
cas, on a beaucoup entendu parler de, je pense, c'est les sacs de Louis Vuitton. C'est effectivement ce qui font de l'effet avec les écrans. Il y a des projets très beaux aussi de designers qui touchent presque au domaine de l'art, comme ceux de Clara Daguin, dont on parle aussi. Il y a le projet de t-shirt connecté de Ralph Lauren, dont on avait beaucoup parlé, évidemment le projet Google Jacquard. Mais finalement, ces projets dont vous venez de parler, qui répondent à des besoins marchés assez concrets, ont moins de visibilité. Alors, oui, ajouter effectivement. quelque chose. Pardon. Là, alors, on est complètement dans répondre à un besoin du patient ou du client. Dans le domaine de la mode, ça va être très différent parce qu'il faut le susciter, ce besoin. Et du coup, il y a effectivement certains créateurs ou stylistes qui sont spécialisés là-dedans. Il y a Chalayan qui s'est fait ça un petit peu à une période. Mais là, effectivement, on n'est pas du tout dans l'industrialisation. En fait, je rebondis sur Louis Vuitton et avec les écrans Royal, il faut se dire que chacun de ces écrans, c'est déjà 700 $. Donc on se retrouve avec un prix margé x12 qui dépasse les plusieurs dizaines de milliers d'euros et en fait qui est fabriqué à la commande. Même ces écrans, ils ont la difficulté d'avoir une batterie qui est intégrée, qui doit être rechargée par USB-C. Enfin, au niveau du montage, c'est compliqué. Au niveau du prix, c'est compliqué. Et puis, on a, quand on parle de vêtements connectés, toujours la problématique de la batterie, de la source d'alimentation, qui, et je rebondis sur ce que tu disais, Mathieu, c'est impossible à laver. Une machine à laver qui tourne, je ne sais pas combien de centaines de tours par minute, elle va tout massacrer. Puis l'eau aussi. Donc, soit on micro-encapsule, ou soit on encapsule la batterie, parce qu'on va la mettre à la machine, soit on la détache, mais pour réussir à avoir un produit tout en un, qui soit facile d'utilisation, qui réponde à un usage, et qui soit facile à laver, on n'a pas encore trouvé la solution magique. Alors, ce que je trouve assez étonnant pour le textile, c'est qu'effectivement, il est souvent au cœur d'un service qu'on va vendre, typiquement BioSerenity. C'est-à-dire qu'en fait, le textile est le support du service, mais tout le côté électronique est forcément amovible, ou en tout cas en grande partie amovible, pour des raisons de logistique et aussi de facilité de fabrication, puisqu'on retombe, du coup, chacun est un peu chez soi et dans ses logiques de métier. Donc c'est beaucoup plus simple à gérer aussi que de partir. Il y a eu à un moment donné des recherches pour faire des batteries souples, par exemple, choses comme ça qui, en fait, au niveau performance, sont très, 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 très loin d'être dans ce dont nous avons besoin. Mais par contre, le textile a cette force de pouvoir, en fait, se concentrer et canaliser les différents corps de métier qui vont sortir ce service. Et là, je crois que la filière textile a encore un jeu à jouer. Et donc on embraye sur ma deuxième question qui était, selon vous, quelles sont les principales entraves à l'industrialisation d'un vêtement connecté? On a parlé un peu de la batterie, donc j'imagine que ça en fait partie. Qu'est-ce que... Moi, j'aime bien cette approche de support. Oui, alors, j'ai plusieurs points de vue là-dessus. En fait, il y a plusieurs points qui sont difficiles. Concrètement, vraiment mécaniquement, je dirais, il y a deux points très délicats. Il y a effectivement la batterie, pour différentes raisons. Pas que simplement trouver la bonne batterie, mais très souvent, elle manque de capacité parce qu'on veut faire, par exemple, des tissus chauffants, et donc ça consomme énormément. Il y a aussi l'approvisionnement de la batterie et la sécurité de la batterie qui sont des points très très importants et qu'on néglige. Et puis il y a toute la partie de connexion. Comment on va interconnecter dans un tissu qui est fondamentalement un support complètement souple avec quelque chose qui est complètement rigide? Il faut une interface. Et cette interface, il n'y a pas de chose qui a été inventée, de logique qui a été inventée, qui soit à la fois textilienne et à la fois électronicienne. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'outils pour les confectionneurs, ou en tout cas, quand on tombe dans ce qu'on appelle la connectique dans le domaine électronique, là, c'est quelque chose qui est très rodé. On a des outils qui sont d'ailleurs très coûteux par rapport à ceux de la filière textile, mais il n'existe pas encore de gens qui se sont attelés, et aussi en partie parce que ce sont des marchés de niche, à une logique générale qui pourrait s'adapter au textile et apporter des solutions pour l'électronique. Mais à côté de ça, je pense que la difficulté réelle de ces produits, d'une manière générale, qu'ils soient vêtements ou autre chose,
C'est un problème encore de méthodologie, c'est-à-dire d'arriver très en amont, depuis le début et de démarrage de la conception, de mettre tout le monde autour de la table, parce que ce sont des produits qui mélangent des logiques de métiers différentes, qui sont très complexes à mettre en œuvre. Et si tout le monde ne travaille pas ensemble dès le départ, eh bien, il y a forcément des loupés. Et au moment de l'industrialisation, ça coûte très très cher. Et donc les gens se fatiguent et le projet s'arrête. On voit beaucoup de projets s'arrêter et ne jamais arriver jusqu'à l'industrialisation. Et je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure sur Google, qui a développé ces capteurs de force qui réagissent au niveau de la pression qu'on met sur le textile. Il y a des interfaces qui commencent à exister, des interfaces haptiques, mais qui n'ont pas encore réussi à craquer le code. C'est vrai que même Google n'a pas eu de produit développé et distribué au niveau international sur des millions de pièces. Non, mais par exemple, typiquement, ça, c'est un très bon exemple. Quand ils ont annoncé la sortie de la veste Google, c'était en 2015. Ils ont dit que ça allait être commercialisé quelques mois après. Et en réalité, ils ont eu tellement de problèmes techniques sur leur bouton qui permet justement d'accéder à toutes ces informations. Ils ont mis 3 ans à commercialiser. Et c'est Google. On les a vus passer un peu partout. Moi, je savais que tel fournisseur avait été interrogé et ainsi de suite. Donc, ils ont fait le monde entier. Et ils ont mis ce qu'il fallait sur la table pour résoudre ce problème technique. Et néanmoins, ils ont mis 3 ans pour mettre au point leur produit avant de pouvoir le commercialiser. Mon avis, c'est que aujourd'hui, la limite principale, c'est le prix. Et donc forcément, pour le marché grand public, c'est encore assez complexe de développer des textiles connectés, surtout que, encore bien souvent, les propriétés mises en avant par ces textiles connectés sont remplaçables par des objets connectés durs. Mais par contre, à côté de ça, il y a d'autres marchés où là, il y a des choses à faire. Et c'est forcément principalement le militaire, parce que là, on a des moyens illimités, le médical et l'industrie. Et je prends un exemple particulier, c'est les RFID. On n'est pas sur du textile connecté de haut vol, mais aujourd'hui, il y a des énormes volumes au niveau des textiles, en particulier les antennes. Et là, on est à nouveau sur une problématique de lavabilité, puisqu'aujourd'hui, vous avez des puces RFID dans beaucoup de vêtements, mais de plus en plus, en fait, on en intègre dans les vêtements de représentation qui sont aujourd'hui loués par des sociétés comme Elis et qui sont récupérés et lavés. Et donc ça va leur permettre de faire des économies monstrueuses au niveau logistique. Et en plus, on dépasse la problématique de batterie avec les puces RFID ou les antennes lavables. Il y a de plus en plus de solutions qui arrivent et qui sont auto-rechargeables. J'ai oublié le mot exact, mais qui se rechargent grâce à la pression, grâce à la température, grâce à la transpiration, par exemple, et qui vont créer ces différentiels pour faire des régimes de micropuissance et dans lesquels certains objets connectés vont réussir à s'auto-alimenter. Et donc là, je pense qu'il y a un chemin énorme à parcourir là-dessus. On se débarrasserait des batteries. On a le textile comme support qui capte de la donnée et qui la transmet ensuite sur une boîte dure. Et là, on le traite. Alors, on ne se séparera pas complètement des batteries, parce que même si on peut récupérer de l'énergie via différentes façons, j'en ai plein, et j'en ai une dans ma poche d'ailleurs sur la version, mais la manière de générer de l'électricité, elle ne va pas répondre exactement à la demande de l'électronique qui suit. Donc la batterie, elle va être une interface entre la récupération du fait de ta marche génère de l'électricité, tes mouvements génèrent de l'électricité, etc. Mais il va y avoir un petit tampon. Et là, effectivement, les batteries souples peuvent être une solution de ce petit tampon pour permettre du coup d'alimenter le produit et qu'il soit ensuite auto-alimenté par l'usage en fait, de l'usager. Néanmoins, la connectique reste effectivement toujours un problème. Et on a des solutions petit à petit, mais on avance vraiment pas à pas. Après, le textile intelligent, on l'a redit tout à l'heure, il date du milieu du XXe siècle. Le téléphone à côté, c'est on a un siècle de retard, donc faut remettre ça en perspective aussi. Donc il faut rattraper ça, et comme tu l'as dit Florence, c'est différents corps de métier qu'il faut qu'ils apprennent à travailler, à discuter, à évoluer ensemble. Et c'est pas toujours évident. Justement, ma prochaine question, c'était il semble que de nombreux projets textiles connectés emblématiques aient exigé la participation de divers profils, donc designers, ingénieurs, artistes, développeurs. J'en oublie sûrement. Le travail en équipe interdisciplinaire est-il central dans la réussite d'un projet de vêtements connectés,
ou est-ce que c'est une idée reçue de ma part? Ça me semble évident. Alors c'est complètement central et indissociable, ça c'est sûr. Et c'est là où, quand je travaille avec des entreprises, j'essaye de leur faire comprendre qu'il faut absolument, c'est vraiment la conception design dans le sens anglo-saxon, c'est-à-dire équipe de conception. Et à l'intérieur de cette équipe de conception, évidemment, il y a des designers, il y a des stylistes, il y a des ingénieurs textiles, il y a des programmeurs, il y a des électroniciens. Et ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Ils n'ont pas les mêmes méthodologies. Je vais prendre un exemple très simple. Le textilien a l'habitude de travailler d'une manière linéaire. C'est-à-dire que, pour faire simple, on reçoit des fils. Enfin, il y a le domaine de la filature. Une fois qu'ils ont fait leur boulot, ils vont donner les fils à ceux qui vont transformer en étoffe. Puis après, on va ennoblir. C'est-à-dire qu'on va donner une caractéristique technique ou esthétique à un tissu. Puis ensuite, on va le donner à des gens qui vont les transformer. Tout ça, c'est très, très linéaire. Dans le domaine numérique, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sont des gens qui travaillent toujours en équipe parce qu'un électronicien, il dépend d'un programmeur. Le programmeur dépend de l'électronicien et ainsi de suite, et de la gestion des datas, par exemple, donc avec des mathématiciens. Et donc, ils sont obligés de fonctionner ensemble. Et même si vous avez des gens qui font un peu de tout, des créateurs de génie, ils ne peuvent pas tout faire, tout bien, tout le temps. Donc il y a un moment donné, quand on veut arriver à la perfection, je vais prendre un parallèle qui est très simple, c'est un peu comme si vous allez construire votre maison. Si vous construisez votre maison, vous pouvez être maçon, électricien, plombier, ça vous le ferez à votre niveau. Si vous faites un immeuble, vous ne pouvez plus faire ça. Vous êtes obligé d'avoir des corps de métier différents. Donc, dans le domaine textile, on n'a pas l'habitude de travailler comme ça, alors que dans le domaine numérique, oui, c'est tout à fait fluide et c'est normal. Comme dans le domaine numérique, on a l'habitude d'avoir des services après-vente. Ça fait partie de la conception. En textile, ça n'existe pas. Donc, il faut absolument que tous les gens travaillent en même temps ensemble pour résoudre les problèmes ensemble et surtout avoir connaissance de ce qui va être un problème pour l'autre. Si on travaille en parallèle et qu'on arrive trop loin dans le développement, c'est fini, le développement va capoter à cause de ça. Et je rebondis aussi sur ce que tu dis pour ajouter que non seulement ils n'ont pas la même méthodologie, mais tu mets un électronicien et une personne créative, ils n'ont pas le même langage, ils n'ont pas du tout la même culture. Nous, on s'en est rendu compte depuis le début en travaillant avec des créatifs, avec les studios de design des grandes marques. On est obligé de vulgariser énormément. C'est un peu comme si vous mettiez un grec antique en face d'un égyptien moderne. Ils ne peuvent pas du tout se comprendre, c'est impossible. On utilise beaucoup cette idée pour rappeler que nous, notre métier, on est des traducteurs de l'un à l'autre. D'une demande design vers un usage électronique ou d'une contrainte vers un rendu. Et ça, dans les équipes, jusqu'à présent, ça n'existait pas. Mais plus on avance, plus il y a des formations aussi qui commencent à le faire. On parlait tout à l'heure de l'ITEC. Ils ont cette, pas double casquette, mais ils ont cette sensibilité. Et plus on va avancer, plus on aura des gens qui vont se former parce que des jeunes qui ont exploré tout seuls, on parlait de Clara Daguin, on parlait de Claire Elio qui était juste là avant, ou de Ricardo Nascimento, sont des designers qui se sont cassés les dents tout seuls, qui ont cherché et qui ont inspiré d'autres. Alors, je rejoins tout à fait ce que tu dis. J'aime beaucoup le mot traducteur parce que je dis souvent que je suis une traductrice français-français en fait dans les équipes. Mais c'est exactement ça. Et on s'aperçoit que dans les équipes, les différentes sociétés qui ont des projets Smart Textile, souvent le chef d'équipe, c'est un ingénieur qui vient du monde des matériaux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas spécialisé dans quelque chose, mais c'est quelqu'un qui connaît un peu tout le vocabulaire et les logiques d'ingénierie, de matériaux, de chimie. Et c'est pour ça qu'il arrive à faire très bien le lien entre les différents corps de métier. Mais très souvent, on s'aperçoit aussi que le vocabulaire est différent, mais en fait, au fond, le problème est toujours la même chose. Et donc, c'est juste une question de vocabulaire. Mais il faut être là pour traduire, effectivement, et débloquer une situation. Je voudrais rajouter, je vais te faire une fleur, parce qu'en fait, donc forcément, on a besoin de différents types de profils pour réussir à produire ce genre de produits connectés, en textile connecté. Mais le cœur de métier, enfin le plus important pour moi, en fait, c'est les entreprises comme De Rigueur. Il y en a d'autres, hein, tu n'es pas tout seul sur le marché, tu le sais très bien. Tant mieux. Qui, en fait, sont la passerelle, comme disait Adrien. En fait, ils sont la passerelle. Il y a les donneurs d'ordre, il y a les sociétés comme De Rigueur, qui, elles, ont les compétences les plus importantes dans un textile connecté, qui sont l'électronique et la programmation, et qui, derrière,
vont aller chercher les solutions textiles souples pour intégrer dans leurs produits. Alors, des solutions existantes sur étagère, mais aussi des solutions sur mesure et parfois même des solutions qui nécessitent d'aller mettre la recherche, d'aller chercher un peu de savoir au niveau de la recherche et donc de développer des technologies totalement nouvelles. Et forcément, il ne faut pas oublier le designer qui, lui, là, va proposer... avec toutes ces technos, va pouvoir proposer un produit fini. Oui, je dévie un peu, mais c'est vrai qu'aussi, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de fantasmes. Et parfois, on est approché par des gens qui, parce qu'on a collaboré sur un projet à notre niveau, qui impliquait 5 autres partenaires, pensent qu'on va pouvoir leur sortir comme ça un sweat lumineux qui change de couleur au contact de la température. Du jour pour le lendemain et avec un budget qui est celui d'un vêtement classique. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi, on voit besoin d'expliquer que c'est des projets qui, aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne qui concentre toutes les compétences pour le mettre au point, surtout quand on parle de sur-mesure. C'est pour ça, j'imagine que d'ailleurs, vous en parliez juste avant, en introduction. Oui. Il y a aussi le fait que très souvent dans les équipes de développement e-textile, parce que justement ce sont des choses très spécifiques, la personne ou les entreprises qui vont vous accompagner, elles ne sont pas forcément autour de chez vous. Quand je dis pas souvent autour de chez vous, c'est que très souvent c'est même très loin. Et donc on a une double difficulté, c'est-à-dire qu'il faut comprendre le métier de l'autre, mais il faut aussi le faire avec la dimension de la nationalité. Vous ne travaillez pas avec un ingénieur informaticien français comme vous travaillez avec un ingénieur informaticien allemand, par exemple. Et ça, on le voit très bien. Je participe à un programme qui s'appelle SmartX. Et ce sont toujours des projets qui sont européens, donc plusieurs sociétés qui travaillent ensemble. Et cette dimension culturelle, elle intervient énormément aussi dans le process de conception. Et j'aimerais rajouter un autre élément sur cette partie culturelle, c'est la culture du designer. On disait tout à l'heure que c'était des acteurs qui étaient en série. Alors, on pense, pour un designer, sa conception produit, elle va être assez simple d'un produit classique, enfin, même si elle passe des étapes et une méthode. À la fin, quand elle arrive, elle a un rendu final qui est le rendu boutique, quasiment. Donc elle a un truc qui est propre quand elle a dans la main. Alors que souvent, dans les smart textiles, la solution qui arrive, le produit qui arrive, il est souvent en preuve de concept, il est moche, il montre la fonction et il va falloir le retravailler pour intégrer les notions de design. Et ça, c'est difficile. Ce côté lean, on va dire, ce côté aller-retour, c'est compliqué pour un designer d'intégrer ça. Et dès la POC, dès la preuve de concept, il va regarder le produit, il va dire bah non, c'est moche, ça marche pas, j'arrête. Ça dépend des entreprises et des produits, je pense. Oui. Alors, dans les produits de type mode, effectivement, de manière standard, ça marche très bien et très vite parce que les gens ont l'habitude de ce genre de choses. Mais je prends l'exemple de Decathlon qui font beaucoup d'innovations. Par exemple, le masque qui est assez iconique, il est passé par plein de prototypes avant d'arriver à quelque chose. Et on n'était pas dans du textile intelligent. C'était juste de l'innovation. Oui, mais ils ont, eux, Decathlon, ils ont en interne ce bureau d'études et ils ont ce process. Ils sont acculturés à l'idée qu'il va y avoir des itérations. Et c'est là justement où on rebondit un petit peu sur cet aspect multi-profil. Et il faut que dans les entreprises, ils comprennent un petit peu ça, que quand ils interviennent avec quelqu'un d'autre pour faire un textile intelligent, un produit, eh bien, il faut qu'ils changent également leur point de vue, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est exactement aussi pour ça, quand on parlait des freins de l'industrialisation, c'est aussi un des freins. C'est cette problématique de compréhension. Qui ne s'épuise pas en fait sur la durée d'un projet. Parce que sortir une collection de mode, que ça soit en Asie ou en Europe, ça va prendre quelques semaines. Sortir un produit connecté, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Oh oui. Et souvent, les marques s'épuisent. Mais en fait, là, on est plutôt dans un rythme dans les produits de téléphonie, par exemple. L'utilisateur, lui, a l'habitude d'avoir un produit qui n'est pas parfait. Quand vous achetez votre dernier iPhone, vous savez très bien qu'au bout d'un moment, il va falloir mettre à jour l'OS parce qu'il doit finir d'être débugué, il va apporter de nouvelles fonctionnalités. Donc dans le domaine numérique, je dirais que la clientèle, en plus, est prête à ça et c'est tout à fait logique. Et on peut se permettre, avec un textile qui apporte un service numérique, d'avoir cette notion en fait, d'évolution de produit.
qui va s'ouvrir au fur et à mesure qu'on va uploader une nouvelle application qui va ouvrir de nouvelles fonctionnalités. Donc ça, ce n'est pas un souci. Par contre, là où c'est très nouveau par rapport à la mode, c'est qu'on ne peut pas avoir un marketing qui se cale d'une manière classique de tous les 6 mois, je vais sortir une collection. Et qu'il faut anticiper ça dès le début sur je vais sortir un produit à une date T, qui ensuite, 6 mois après, peut-être j'aurai une deuxième version, et peut-être que j'aurai une troisième version, mais que dans 2 ans, parce qu'il aura fallu le laps de temps. Ça, dans le domaine numérique, les gens le prévoient d'un point de vue marketing. Dans le domaine textile, ils n'ont pas du tout l'habitude, ils ont beaucoup de mal à anticiper cette chronologie qui est un peu anacrotique, et pourtant qui est extrêmement importante. Alors, tu parles des smartphones juste avant, et j'en profitais. C'est que les gens, il faut qu'ils soient prêts aussi à cette transformation culturelle et sociétale. Je prends l'exemple du coup du smartphone. Le premier smartphone, c'est pas l'iPhone en soi. Il est sorti 10 ans avant ça, voire 20, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et il a fait un bid complet parce que les gens n'étaient pas prêts du tout à ça. Et l'iPhone a marché parce qu'il y avait une communauté derrière, ils étaient prêts à mettre le prix et du coup, ça a entraîné les autres fabricants à suivre ce modèle-là. Oui, tout à fait. Mais innovation, ça ne veut pas dire forcément quelque chose qui fonctionne bien, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un marché qui corresponde à cette attente. Donc est-ce que le marché actuel, il est prêt à ça? Et un gros marketing sûrement aussi. Oui. Un gros marketing, on parle d'Apple, ils ont mis les millions sur la table pour donner envie, pour rendre ce produit. On crée le accessible. besoin à ce moment-là. En créant le besoin. Là aujourd'hui... Mais je pense que ça me fait penser beaucoup à ce projet des Google Glass. On a vu passer énormément de promotions de ce produit parce que l'idée est assez cohérente qu'on se trimballe des écrans avec nous qui sont ni confortables pour les yeux, qu'on perd, qu'on casse, etc. L'idée de se dire qu'on puisse les remplacer par des choses plus ergonomiques. Et les premières choses auxquelles on pense, évidemment, l'accessoire et dans un second temps, dans un idéal, le vêtement. Je veux dire, ce sont des idées qui sont assez logiques. Néanmoins, on a bien vu qu'il y avait un accueil du marché qui était... Oui. Pour d'autres raisons d'ailleurs. Mais pour le grand public, parce que par contre, dans le domaine industriel, et notamment pour les EPI, et la formation en interne, c'est devenu tout à fait fluide maintenant. Et il y a énormément de produits qui fonctionnent très bien, qui ne sont pas des Google Glass, et on forme des techniciens sur des machines directement avec des lunettes, et aussi pour des chirurgiens. Donc dans le domaine professionnel, ça par contre, c'est tout à fait bien implanté. Complètement, hein, mais encore une fois, on est sur des marchés de niche qui répondent à un besoin. Mais du coup, ce casque-là, c'est genre des casques Oculus, il y en a d'autres marques. Et je pense que dans un futur plus ou moins proche, la fin va justifier les moyens et que oui, il y aura des possibilités de faire des textiles connectés grand public, puisque du coup, plus on avance, plus on va vers un monde ultra connecté, on arrive vers la 5G, on parle de métaverse. Et donc là, oui, forcément, les gens vont avoir envie d'utiliser ce genre d'orage. D'ailleurs, ça m'amène, pardon, j'embraye sur la dernière question en sautant celle de la problématique des batteries, qui est, malgré donc, les contraintes, justement, dont on a un peu parlé, d'entretien, mais aussi le coût énergétique, selon vous, les vêtements connectés ont-ils de l'avenir et est-ce qu'ils vont devenir incontournables ? Ils le sont déjà dans certains domaines, en fait. C'est juste que le grand public ne le voit pas. La question, du coup, je vais permettre de la remodeler, c'est est-ce qu'elle va devenir forcément nécessaire pour le grand public? Là, je n'ai pas la réponse en soi. Mais de manière générale, il existe déjà des secteurs où c'est indispensable. Je reste persuadée que dans le domaine du vêtement de tous les jours, surtout avec la prise de conscience actuelle que l'on a sur les matériaux et tout ça, pour moi, il n'y a pas de développement. En fait, ce n'est pas du tout intéressant pour la mode. Par contre, je rejoins Guillaume dans des produits très spécialisés, très spécifiques. On parlait des militaires, on parlait de l'armée, pour des applications post-opératoires, par exemple, des choses comme ça. Effectivement, ça devient presque indispensable. Et pour moi, la question, ce n'est pas autour du vêtement, c'est l'intégration de la technologie et d'un service numérique au cœur d'un matériau souple. Et oui, il y a beaucoup de domaines, notamment il y a un domaine que je ne trouve pas tellement développé, et pourtant il y a énormément d'applications, c'est le domaine du BTP,
C'est un domaine où le fait de mettre des capteurs pour de la surveillance, pour de la sécurité est hyper intéressant. En plus, ça fait des grandes quantités en termes de fabrication textile, parce qu'il faut voir aussi le potentiel derrière en termes d'industrialisation. C'est que dans les vêtements, en fait, on reste sur des petites quantités. Et donc, ce n'est pas tellement intéressant non plus pour l'industrie textile. Alors que quand vous partez, par exemple, sur un ruban connecté pour un immeuble qui fait 200 mètres de haut, on n'est plus du tout dans les mêmes dimensions. Et donc, ça a beaucoup plus de répercussions au niveau industrialisation. Alors pour du monitoring de matériaux, de manière générale, effectivement, le textile intelligent est quelque chose qui est très intéressant. Tu parles du BTP, mais il y a aussi tout ce qui est aviation et autres. Et tous ces matériaux-là nécessitent un entretien en prévention presque. Et du coup, le monitoring de ces matériaux est quelque chose de très intéressant et où le textile intelligent peut répondre à ce besoin. On avait été sollicité par une société pour développer des textiles pour les travailleurs, ceux qui étaient en station assise, pour leur qualité de vie au travail, pour la santé, la posture. C'était jamais allé jusqu'au bout, c'est resté à l'étape de prototype. Mais en effet, là-dessus, si on doit équiper des milliers d'ouvriers dans les usines, il y a des volumes énormes. Maintenant, est-ce qu'il y a la volonté de dépenser de l'argent pour les ouvriers? Je ne sais pas, dans le BTP. Je n'ai pas le sentiment que dans le BTP, les grands faiseurs aient vraiment envie d'équiper leurs ouvriers d'outils chers. Après, c'est une question peut-être aussi de respect de l'humain. C'est à double tranchant, en fait, parce que derrière, il y a aussi... alors là, il y a vraiment un problème déontologique de gestion de données. C'est, en fait, le patron veut savoir comment va son ouvrier. Est-ce que c'est vraiment pour son confort ou c'est juste pour savoir quand il doit le lâcher, quand il est plus intéressant pour lui? C'est le même problème, d'ailleurs, dans le domaine militaire. Et là, heureusement qu'on a quand même des lois qui se mettent en place, en place là-dessus. Ce que j'allais dire, c'est la législation qui doit jouer là-dessus. Et, de toute façon, ça va se généraliser, ça va devenir... Tout ce qui existe aujourd'hui et qui est grand public, que ce soit le GPS, que ce soit l'Internet, avant, ce sont des technos qui ont été développés pour les militaires. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est généralisé, c'est devenu grand public. C'est la même chose pour les textiles connectés. Ce qu'on utilise aujourd'hui pour le sport de haut niveau, dans un futur proche, ça sera utilisé pour le futur amateur. Des textiles très spécifiques utilisés pour capter des mouvements, pour par exemple le cinéma, pour des images de synthèse ou autres. Demain, ça sera utilisé par le grand public pour du divertissement, mais encore une fois, il faut que la fin justifie les moyens. C'est toujours la même problématique. Et puis des exemples comme ça, on peut en trouver des dizaines, voire des centaines. Pour moi, il y a deux directions. Il va y avoir d'un côté des gens qui vont complètement rejeter ça. Et on est dans un environnement développement durable, impact environnemental, écologie, et un sujet qui est martelé et donc qui repousse tous les smart textiles parce qu'ils n'ont pas de sens au vu de l'impact environnemental. Donc il y a toute cette partie. Puis il y a tout le monde digital, tout le monde où on parle. Maintenant, on nous fracasse la tête avec des termes comme NFT, métavers, tout ça, dans lesquels il va y avoir besoin justement de smart textiles pour de l'interaction, pour de l'interfaçage, pour de l'interaction dynamique avec des univers. Donc il va y avoir un clivage et là on arrive peut-être au moment où il va y avoir ces deux directions. Ils sont complètement dans mes pensées. Parce que ce que j'allais dire, c'est qu'il faut penser aussi à tout l'aspect recyclage qu'il va y avoir derrière de ces textiles intelligents, qui n'est pas évident du tout. Déjà sur des textiles qui vont être bimatériaux, c'est déjà pas simple. Mais alors là, on passe sur une autre catégorie de matériaux et le recyclage, c'est quelque chose de très complexe. Ça me fait penser, c'est bête, mais aux radiateurs. Le fait qu'il y ait maintenant ces capteurs, l'électronique parfois peut être source de solutions du point de vue de l'éco-responsabilité. Maintenant, on a des radiateurs qui... je parle de ça parce que j'ai un grand lieu à chauffer et cette problématique de gens qui ne savent pas régler des radiateurs et maintenant, les capteurs nous aident en fait à tempérer et à faire en sorte que... Alors certes, du point de vue éducationnel, c'est pas super parce que du coup, les gens n'apprendront jamais à réguler la température, mais les capteurs m'aident à réguler une température et finalement avoir un impact écologique qui est moindre. Donc parfois, l'électronique vient au service de l'écologie et la dernière... petite chose que je voulais dire, c'est que j'ai entendu, il me semble, parler d'électronique biodégradable. Ça, alors. Voilà, j'en ai entendu parler, ça ne veut pas dire que ça existe, mais je me souviens d'un cerveau brillant à la Paillasse qui parlait de ça à un moment donné.
Oui, alors là, en termes c'est très très compliqué au niveau industrialisation et on est quand même très loin d'arriver à mettre au point quelque chose. Et je pense que le sujet n'est pas forcément là. Le sujet est plutôt dans utiliser à bon escient les matériaux que nous avons. Si pour sauver des vies, eh bien, ça se justifie. Par exemple, la tenue d'un pompier au niveau recyclage, c'est impossible. Parce que comme c'est fait pour résister à tout, vous ne pouvez pas le recycler. Donc, à un moment donné, il faut peut-être aussi changer. C'est très bien. Le recyclage, c'est formidable, mais il faut avoir la notion aussi de responsabilité et d'éthique. Tout dépend du cahier des charges que vous avez. Je voulais juste revenir sur l'histoire de Smart, parce qu'on le voit, c'est amusant, quand on lit les articles au niveau journalistique, le vocabulaire qui est employé change en fonction en fait, de l'état d'avancée d'intégration d'une technologie. Si on prend le mot Smart, il y a 2-3 ans, c'était forcément de l'électronique intégrée dans du tissu. Maintenant, quand on dit Smart, c'est plutôt un vêtement durable avec des nouvelles fibres qui ont été faites d'une manière plus éco-responsable. Or, les journalistes différencient vraiment les deux pôles, et pour moi, ils sont interconnectés. Oui, c'est-à-dire qu'on peut suppléer, parfois des matériaux avec certaines propriétés pour venir bien entendu, une technologie. C'est souvent complémentaire. Et le rôle du designer est important, pas forcément dans la passerelle entre les gens, mais aussi pour faire comprendre l'utilité d'un produit et mettre en avant ses fonctionnalités. J'aime bien donner des images, et là-dessus, justement, j'en ai une que je trouve assez rigolote. L'innovation, elle a deux visages. Elle a Hulk, elle a Iron Man. Iron Man, c'est l'innovation technologique, électronique, et Hulk, c'est l'innovation chimique, moléculaire, organique. Et en fait, il y a ces deux types. Et tu disais, l'un peut suppléer à l'autre ou pas. Les deux, on va dire, sont aussi forts, mais on y arrive par deux chemins différents. Mais ils peuvent fonctionner ensemble aussi. Hein. C'est pas... On peut créer des cyborgs aussi. Oui, mais il y a des textiles comme ça qui sont intelligents, qui fonctionnent avec la chimie et avec l'électricité. Au final, l'électricité, c'est un petit peu de la chimie. Hein. Faut pas forcément les dissocier complètement. Il y a des domaines où complètement on les fusionne en toute symbiose. Hein. On me rappelle d'un textile qui s'ouvrait avec la transpiration parce que certaines enzymes réagissaient. Avec le biomimétisme, effectivement, on fait ça au laboratoire. Ouais. C'est mon collègue, ça. On arrive au bout du temps. Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose que vous n'auriez pas pensé dire avant ou pu dire avant? Et sinon, est-ce que le public souhaite poser une question, intervenir? Moi, je vais dire que c'était très chouette d'échanger sur ces sujets parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de table ronde, en tout cas, et de table ronde sur le sujet. Tout à fait. C'était très chouette. Après, entrer dans des exemples, je pense qu'on en aura plein. Et vu les personnes qui sont autour de cette table ronde, on pourra rebondir et se redonner des exemples. Et c'est génial. Mais pour moi, l'ensemble est dit et ça a été un grand plaisir. J'ai juste peut-être un petit retour d'expérience dans les jeunes startups que je coach. Je m'aperçois souvent que les gens partent très vite sur une idée parce qu'il y a une innovation à tout prix et qu'ils partent de bonne foi d'apporter un nouveau service à leurs clients. J'en ai parlé tout à l'heure sur le fait qu'ils ne regardaient pas suffisamment ce que voulait en fait l'utilisateur final, mais aussi en amont, ils manquent souvent de connaissances, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez curieux d'aller voir les corps de métier avec lesquels ils vont travailler. Et du coup, ils se retrouvent parfois face à des problèmes techniques qui, simplement en visitant une usine, on s'aperçoit comment l'usine fonctionne et on peut résoudre un certain nombre de soucis. Simplement parce qu'on a compris l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois quotidiennement. Par exemple, une start-up qui pourtant est très avancée, ça fait plusieurs mois, ils ont sorti déjà 2 prototypes, et je me suis aperçue qu'ils ne savaient absolument pas comment était fabriqué un fil conducteur et pourquoi il n'avait pas les mêmes caractéristiques qu'un fil électrique classique. Et j'étais étonnée qu'au stade où ils en étaient dans leur développement, ils ne sachent pas cette base qui est extrêmement importante en fait. Moi, j'aimerais rajouter, transmettre une information à toutes les personnes, les entreprises qui souhaitent développer des textiles connectés. C'est une plateforme récemment créée qui s'appelle SmartX et qui regroupe des designers, des bureaux d'études, des textiliens, des chercheurs, tous
toutes ces personnes qui vont graviter autour des textiles connectés. Et en allant sur cette plateforme, vous pouvez lancer un sujet, interroger des personnes et du coup réussir à créer éventuellement un consortium et au moins mettre en place une chaîne de valeur et arriver à travailler ensemble et à produire quelque chose. Je finirai juste par dire que le textile est quelque chose de mouvant, vivant, il représente un petit peu la société. Et cette mouvance-là, on est juste, mon laboratoire comme vous tous, on est juste là pour y répondre à cette mouvance. Donc c'est juste le suivi de la culture actuelle. Très bien, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'intervenir sur cette thématique qui reste encore assez niche, mais je suis assez d'accord avec vous sur le fait que ce n'est qu'une question de temps. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir sur divers projets de vêtements ou textiles connectés, apporter des réponses aux problématiques de demain. Merci Alice, beaucoup. Merci Alice, merci pour l'invitation. Merci.